Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans Politique et Économie. Aujourd'hui, Héloïse Benamou. Bonjour Héloïse. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. La bienvenue, pardon. Et ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de vous recevoir, mais nos téléspectateurs vont comprendre l'intérêt de votre venue sur ce plateau. Vous êtes en effet l'auteur d'un livre, Kleptocratie française, qui avait fait pas mal de bruit il y a 2 ans lorsqu'il était paru aux éditions Le Jardin des Livres. Or, Héloïse, vous êtes comptable. Oui. Et contrairement aux journalistes économiques, vous savez lire un bilan. Oui. Et donc, c'est en regardant les bilans des banques que vous avez compris ce qui se passait à propos de l'affaire Kerviel il y a quelques années. Nous y reviendrons parce qu'il y a de nouveaux développements. Mais vous m'en parlerez tout à l'heure. Et surtout, votre thèse principale du livre La kleptocratie française, pardonnez-moi, chers téléspectateurs, c'est qu'en réalité, le pouvoir monétaire, le pouvoir budgétaire, le pouvoir régalien est désormais entre les mains des banques. Et ce qui s'est passé en 2008, la crise de 2008, n'a pas suffi à enrayer le processus. Nous verrons en votre compagnie que les choses continuent comme devant. Et cela est très inquiétant. Alors, pour commencer, je vais vous interroger sur l'affaire Kerviel. Vous avez été en pointe, mais vous avez des éléments nouveaux. En ce sens que la justice est censée poursuivre son chemin de justice. Et que s'est-il passé, justement, pour l'affaire Kerviel ? L'affaire Kerviel, en fait, l'affaire de la Société Générale, c'est ce qui m'a amené en grande partie, finalement, à faire ce livre. Ouais. Mais pas tellement par rapport à l'affaire du trader qui était concernée, mais parce que j'étais complètement abasourdie par la procédure qui avait été engagée par les pouvoirs publics et par la banque contre le salarié, justement. Car moi, je m'intéressais au placement qui a été fait par les organismes de la sécurité sociale. Voilà. Et il s'agit de montants qui sont de cet ordre-là, justement, de centaines de milliards d'euros, qui sont donnés en gestion à des banques, dont la Société Générale et d'autres, comme BNP Paribas, des banques internationales comme Goldman Sachs, Morgan Stanley, le cartel des banques internationales, on va dire ça comme ça. Et donc, connaissant l'architecture du système bancaire, j'étais étonnée de voir qu'on nous disait que cette personne travaillait pour la Société Générale. Alors comme ça paraît un petit peu absurde a priori, mais en fait, quand on comprend que les banques ne sont pas ce qu'on appelle les banques universelles, oui, ce dont nous parlent beaucoup les médias et la science économique, et donc qui est totalement faux. Parce que ce qu'on appelle les banques sont en fait des conglomérats bancaires et financiers qui comportent des centaines et parfois plus de filiales en France et à l'international et qui organisent la gestion du personnel et la gestion des fonds dans ces filiales. Et finalement, ce qu'on appelle la banque, qui sert d'agence bancaire, est un établissement de crédit qui a des filiales pour faire ses placements et les opérations spéculatives. Et ce dont je me suis rendu compte après, dans cette affaire dite Kerviel, c'est qu'au même moment, dans les filiales, s'opérait une crise de liquidité parce que les placements pour le compte de tiers avaient été investis sur les titres subprime. Oui. Et que, comme on ignorait en fait, mais dans chaque filiale, il y a une organisation, il y a un conseil d'administration, il y a des chambres de compensation, il y a des responsabilités, en fait, il y a des chaînes de responsabilité, il y a des contrôles qui sont mis en place. Mais comme toutes ces personnes-là sont inconnues, parce qu'on se focalise sur une seule société, ils ont pu agir de manière délictuelle en transférant les fonds qui étaient en train de se déprécier à la Société Générale, justement, en les survalorisant, ce qui a créé une crise de liquidité et ce qui a contribué à aggraver la situation de la Société Générale. Alors, partons quand même de l'origine. Comment se fait-il que des fonds issus de prélèvements sociaux à destination de couverture sociale se retrouvent chez les banques ? Y a-t-il une loi pour ça qui a été votée, ou est-ce que les politiques on dit, bah oui, c'est une très bonne chose, on fait des placements, tout le monde va y gagner.
Alors, il y a un problème de déficit chronique et structurel dans la sécurité sociale qui perdure depuis des années. Oui. Il y a différents types d'organismes au sein de la sécurité sociale. J'ai parlé du régime social des indépendants. S'agissant du régime social des indépendants, c'est tout à fait étonnant que cette société, cette entreprise, parce qu'on ne connaît pas terriblement son statut, mais cette entreprise ait pu faire des placements alors que les comptes ont refusé d'être... validés par les commissaires aux comptes ont refusé de certifier la comptabilité. En effet, ça c'est... On savait que et qu'il faut un agrément pour pouvoir accéder après au marché financier. Donc c'est invraisemblable ça. Les commissaires aux comptes ne valident pas les comptes du RSI et celui-ci place les ressources qu'il a prélevées aux artisans, aux commerçants, lesquels sont dans une difficulté très grande au regard du paiement de ces cotisations du RSI, au point même que les pouvoirs publics s'en aperçoivent, puisqu'ils annoncent qu'ils vont supprimer le RSI et qu'ils vont le basculer sur les URSSAF. Mais est-ce que la chose a été changée? Est-ce que le fond a été changé? Alors, déjà, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, malgré ça, l'ancien directeur de la Caisse nationale du RSI est devenu membre de la Cour des comptes. Attendez, l'ancien directeur du RSI est devenu membre de la Cour des comptes. Voilà. Donc, l'homme qui a mis le RSI en difficulté, il faut bien le dire. Bon, l'homme dont les bilans n'ont pas été valorisés, est passé à la Cour des comptes. Tout à fait. Qui va donc vérifier, là aussi... les organismes de la sécurité sociale. Mais c'est une histoire de fou. Enfin, ou une histoire de gangster. Au moins, ce sont des gens qui connaissent bien leur sujet. Oui, en effet, oui. Vous êtes gentil, là. Vous êtes très gentil. En réalité, c'est du vol en bande organisée. Enfin, c'est vrai que rien n'a été fait s'agissant du RSI pendant plusieurs années. La situation a perduré. Les commissaires aux comptes avaient demandé une recommandation à un organisme qui est chargé de réglementer, on va dire, la comptabilité de ces organismes, qui leur a répondu que, en fait, le calcul de cotisation du RSI n'était pas légal, ne respectait pas les obligations de légalité par rapport aux régularisations qu'ils font par rapport à des années antérieures. Donc on a mis sur la paille des dizaines de milliers de petits artisans, de petits commerçants qui payent. C'est mon ami Claude Reichmann, que j'ai reçu à cette antenne, et que vous connaissez, qui dit quel est le pays au monde où on prend 50% de ses revenus à un artisan, un commerçant, pour lui assurer une retraite minable. Mais j'en discutais d'ailleurs avec lui une fois, et puis il m'avait dit... Il discutait avec un Chinois en France qui lui avait dit qu'il était venu voir le dernier pays communiste du monde. Ah, ça n'est pas faux. Vous savez... Donc il y a un taux de prélèvement en France qui est devenu insoutenable pour l'économie, qui est vraiment préjudiciable que ce soit pour les salariés ou pour les indépendants. Les salariés s'en rendent un peu moins compte parce que ce sont les employeurs qui payent les cotisations auprès des URSSAF, mais c'est vrai que le taux de prélèvement est très élevé en France. Alors justement, vous avez dit là une chose très vraie. Mais il y a un candidat à la présidence, dont nous allons en parler tout à l'heure, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui nous avait annoncé que c'était insupportable, qu'il fallait changer ces choses-là, et qu'on allait voir une diminution des impôts et des charges sociales. Oui, mais le problème, c'est que même la finance internationale, avec tous ses moyens, subit aussi l'évasion. On ne peut pas, de toute façon, transformer un âne en cheval de course. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. En effet, oui, un âne, non, c'est pas un pur sang, oui. Bon. En tout cas, je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure par rapport à la légalité par rapport au placement financier. Y a-t-il une loi? Parce que ça va aller avec la réponse à cette nouvelle question, c'est qu'il y a un engrenage de la dette qui a été mis en place. En 1996, on a créé la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui n'a cessé d'augmenter. Et à chaque fois, on a dû augmenter les cotisations. Oui. Donc, les ressources qui lui sont affectées sont la CSG et de la CRDS. Oui. Et donc, comme la dette augmente, corollairement, le montant des cotisations qui lui sont affectées doivent augmenter pour rembourser tous ces intérêts. Bien sûr, bien sûr. Parce que jusqu'à aujourd'hui, cette caisse a remboursé 155 milliards d'euros aux investisseurs, qui sont des banques, des fonds de pension. Bien sûr, oui. Et 52 milliards étaient des intérêts sur ces placements qui ont été payés pour rembourser. Et en fait, c'est une logique d'endettement. Et la dette aspire complètement les systèmes dans cette dynamique qui fait que les placements sont devenus presque la seule alternative pour pouvoir financer ce système de sécurité sociale qui sinon serait en faillite. En fait. Donc, je vais simplifier l'équation, chers téléspectateurs. Chaque fois que vous payez des cotisations sociales, vous payez les banques.
Je me trompe? En partie, il y a une contribution qui va pour... Et la couverture sociale, alors elle se réduit comme peau de chagrin, puisque maintenant, les mutuelles augmentent de plus en plus. Oui, et très peu. Dans le cas du RSI, le versement des prestations est très, très faible. Très faible. Vous savez qu'en 2016 ou 2017, je n'ai plus l'année exacte, les salariés, les cadres, les hauts fonctionnaires, enfin les hauts cadres du RSI avaient bénéficié d'une augmentation de 13%. Oui. On est content pour eux. On est très content pour eux. Alors, autrement dit, à vous entendre, Héloïse Benamou, auteur de Kleptocratie française, aux éditions Le Jardin des Livres, eh bien, les choses continuent comme avant, même en pire, si je puis dire. Vous posiez la question dans votre livre, a-t-on vu un banquier en prison? Alors, je vous pose la question, y a-t-il des banquiers en prison? Sur la quantité de banquiers qui devraient être en prison, il n'y a pas de banquiers en prison. Non. Des salariés qui ont eu des... Et encore, parce que dans la plupart des cas, ça se règle en interne, où il y a une transaction financière qui se fait. D'ailleurs, pour revenir sur le cas de la Société Générale, elle a été poursuivie pour avoir manipulé les taux Libor. Elle a payé une amende pour ça. Oui. Elle a été poursuivie pas en France, bien sûr, aux États-Unis, parce qu'en France, ça n'arrivera peut-être pas. Pourtant, justement, les placements de la Sécurité sociale sont indexés sur ces taux Libor et Euribor qui ont été manipulés pendant des années par des banques. Mais je crois savoir que, justement, ces taux sont amenés à disparaître. Le Libor et l'Euribor vont disparaître. Oui. Sauf erreur. Alors, pourquoi et comment? Alors, les taux Libor devraient disparaître d'ici 2020. Oui. Étant donné qu'il y a eu beaucoup, justement, de manipulations sur ces taux et qu'ils sont devenus peu fiables pour le système bancaire et financier. Autrement dit, oui, le système a savonné sa propre planche, en quelque sorte. Oui, ils ont tiré les profits dont ils avaient besoin et puis après, on passe à autre chose. Ils sont en train de mettre en place des groupes de réflexion sur ce sujet-là pour trouver de nouveaux taux alternatifs. Mais au niveau des garanties par rapport aux produits qui étaient liés à ces taux-là, pour l'instant, on ne sait pas s'ils seront toujours liquides après 2020-2021. Parce que le système est en train de se préparer à cette transition. Donc il y aura de moins en moins de placements qui vont se faire indexés sur le Libor et l'Euribor, ou sur les taux du marché interbancaire. Et donc ça pose un vrai problème pour la stabilité du système financier. Et ça vient s'ajouter aux doutes que nous avons par ailleurs liés au déficit public, liés aux incertitudes sur l'avenir de l'euro. Oui, comme je vous dis, pour les placements de la sécurité sociale, qui sont indexés sur ces voilà. Et comment on va faire alors? Comment on va faire? Sauf à rétablir l'équilibre des systèmes sociaux. C'est ce que prévoit le gouvernement, parce qu'apparemment la caisse d'amortissement de la dette sociale devrait disparaître en 2024. Ah oui, ils sont optimistes, nous semble-t-il. Optimistes. Oui. Oui. La caisse d'amortissement de la dette sociale, donc la dette sera soldée en 2024. Oui. Prenons le pari que vous reviendrez en 2024. Avec plaisir. J'espère que vous reviendrez avant quand même. Donc, nous allons... On en reparlera en 2024, en tout cas, avec plaisir. Oui. Alors, sur ces nouvelles qui ne sont pas toujours très rassurantes, nous allons faire une première pause et nous allons venir alors plus en avant sur le système qui, manifestement, ne change pas, voire s'aggrave. Tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, nous avons, avec Héloïse, montré la puissance de ce système bancaire qui confisque les ressources publiques et qui accapare la réalité du pouvoir économique. Mais, et nous avancions l'idée que les choses ne s'arrangeaient pas. Non seulement elles ne s'arrangent pas, mais je dirais qu'elles s'aggravent, mais du point de vue du système, elles s'améliorent, puisque voilà que nous avons à la tête de l'État un candidat des banques. Et que finalement, c'est assez logique. C'est l'aboutissement d'une logique qui est à l'œuvre depuis une vingtaine d'années, n'est-ce pas? Oui. L'élection d'Emmanuel Macron, candidat bancaire par excellence. Hein. Alors, il n'est pas que cela. Bon, bien sûr, il a d'autres ambitions, il a peut-être... Mais n'empêche que ça apparaît comme le couronnement d'un système, l'aboutissement d'un système.
Qu'en pensez-vous? C'est déjà la preuve que les partis n'existent plus non plus aussi, non plus de projet politique à proposer pour réformer vraiment de manière structurelle ce système qui est en faillite. Il y aurait beaucoup de choses à mettre en place, mais quand on voit les problèmes de la justice qu'on a évoqués tout à l'heure, s'agissant de la délinquance financière, de la police aussi, parce qu'on a appris là qu'il y avait encore eu une fraude au sein des banques Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole. Ah, intéressant. Qui avaient fraudé sur les dividendes. Donc il y a 50 milliards d'euros qui auraient été à perte. Alors, dissimulé au fisc alors? Non, détourné du fisc. Enfin... Ils avaient organisé toute une combine avec un agent à Dubaï pour pouvoir transférer des actions. Finalement, au bon moment, pour se faire rembourser des crédits d'impôt, échapper à la fiscalité et gagner de l'argent. Et la facture, c'est 50 milliards, dites-vous. 50 milliards. Et tout ceci s'est fait à peu près au même moment que la crise des subprimes. Oui. Donc finalement, quand on a enquêté sur une affaire comme ça, comme je le redis, sur la Société Générale à l'époque, qui aurait dû révéler quand même un certain nombre de pratiques dans ces établissements, surtout dans les filiales, on voit qu'il y a un déficit des autorités publiques pour combattre la délinquance financière. Et donc, si je vous comprends bien, cette affaire qui s'appelle Cum-Ex, c'est ça? Oui. N'est révélée que maintenant, n'est connue que maintenant. A priori. A priori. Et donc, Société Générale, BNP et Crédit Agricole. Alors, ça quand même, vous l'avez dit, la justice est impuissante, les pouvoirs publics. Donc c'est pour ça qu'à la tête de l'État, on se retrouve avec quelqu'un de totalement impuissant, qui est là grâce au système bancaire et financier, qui l'a fait élire grâce aux médias. Et je pense qu'il y a derrière tout ça aussi un projet de rassemblement autour d'une sorte d'union fédérale. De toute façon, il a dit lui-même qu'il aimerait bien se voir président de l'Union européenne, une sorte de soviet suprême. Oui, mais Boukowski l'avait dit. Il avait dit quand on lui posait la question sur l'Europe, Boukowski, dissident soviétique, disait « Nous avons déjà vécu dans votre avenir ». Bon, voilà, c'est une réalité. Voilà, il vit plutôt dans le passé, parce que ça a été un échec, mais... Bon, pour faire de l'Union, pour faire une fédération européenne, il faut plusieurs. Il n'y a pas beaucoup de candidats. Même Mme Merkel, aujourd'hui, est battue en brèche. Mais ça se ferait essentiellement, je pense, avec le système bancaire et financier qui administre totalement, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que le système bancaire et financier administre totalement les États de l'Union européenne, grâce d'une part au système monétaire, à la création monétaire, et ensuite sur les marchés financiers, parce que ce sont les intermédiaires qui permettent aujourd'hui de financer des États qui sont en faillite. En faillite, oui. Voilà. Oui, est-ce que, par exemple... Donc, quel que soit le personnage qui aura en France à la tête du pays, ça ne changera pas cette dynamique, la dynamique, comme je disais tout à l'heure, de la dette, qui broie complètement les systèmes et les gens qui sont dans ce système, en les obligeant toujours à payer cette dette. La dette a été inventée par les politiques, mais ils n'ont pas vu que, ce faisant, ils se faisaient confisquer tout le pouvoir, toute la capacité discrétionnaire, toute la capacité à décider. Mmh. C'est fascinant. Alors, donc pour vous, l'Europe, ce serait l'Europe des banques, finalement, qui aurait le pouvoir et qui déciderait... Des banques, des multinationales aussi, oui. Et alors, est-ce que... l'affaire Kerviel avait été emblématique, vous l'avez largement traité dans Kleptocratie française, mais est-ce qu'on a retrouvé des Kerviel au petit pied, là, ou au grand pied même, depuis? Est-ce que des hommes ont été aussi, finalement, les boucs émissaires d'opérations financières qui sont menées par des consortiums, mais ont fait payer le lampiste? Oui. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, des Kerviel? On a eu le cas d'une banque, je crois, qui est accusée d'avoir blanchi 200 milliards d'euros d'argent sale. L'argent sale, oui. Voilà. Et finalement, il n'y a que une personne à la direction de la banque qui démissionne. Donc on se retrouve toujours dans des cas de figure où on ne remet jamais en cause une chaîne de hiérarchie, une organisation du système, des banques de compensation qui travaillent aussi derrière, un système SWIFT de comptabilité qui permet de stocker les échanges, d'exécuter les flux pour savoir ça va d'un point A à d'un point B, qui est A, qui est B. D'accord. Et je pense aussi qu'il y a un réseau derrière d'argent sale qui est recyclé dans l'économie.
Et quand on voit les montants colossaux qui sont en jeu aujourd'hui de cette banque qui a blanchi 200 milliards d'euros sans que, encore une fois, personne ne soit au courant pendant des années, c'est quand même, on atteint un niveau de laxisme, d'impunité qui, je crois, n'a jamais été égalé en tout cas. Et en France et en Europe, les rigueurs de la loi ne s'appliquent qu'à ceux qui la respectent, parce que à côté des 200 milliards détournés, on venira vous poursuivre, vous ou moi, parce qu'on n'aura pas déclaré un petit héritage d'une grand-mère ou d'un oncle de 3 000 euros ou de 2 000 euros. Et les banques vont nous embêter pour lorsqu'on veut demander 2 000 ou 3 000 euros en cash. Alors même qu'elles sont complices de détournements colossaux. C'est monstrueux, mais c'est potentiellement explosif du point de vue social. C'est explosif, mais je pense qu'il y a une idéologie aussi derrière qui accompagne tout ça et qui est un système de gouvernance et ce racket fiscal et cette augmentation des cotisations sociales qui sont à payer me montre qu'il y a, une sorte de domination de cet ordre-là, oui. Et dans cette analyse, finalement, l'augmentation de la CSG pour les retraités, c'est véritablement l'élément supplétif à ce système pour tirer encore plus d'argent, puisqu'on voit bien que la CSG, par exemple, c'est 115 milliards d'euros à peu près maintenant, je crois. Bon, la CSG n'a plus une fonction sociale, elle ne couvre plus vraiment, ce n'est plus une assurance sociale, c'est un impôt, et un impôt bancaire. C'est-à-dire que, déjà, la CSG devrait être une cotisation d'assurance sociale. Elle ne l'est plus, ou pas tout à fait. Ensuite, elle est un impôt, au bénéfice de l'État. Mais, surtout, au bénéfice des banques. C'est ça qui est monstrueux. Et ce n'est pas hasard si c'est M. Macron qui en a été l'auteur, quand même, l'artisan. Zéné. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que par exemple dans le cadre de la caisse d'amortissement de la dette sociale, à chaque fois qu'il y a une reprise de dette par la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, il y a soit une nouvelle cotisation qui doit être créée, ou alors en augmenter une ancienne. Et pour l'instant, les cotisations qui sont affectées à cette caisse, comme je vous le disais, c'est la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale, qu'elle absorbe en totalité, et en partie la CSG. Donc comme il va y avoir encore une reprise de dette par la CADES, parce que malgré ce qu'on dit, les comptes ne sont pas tellement équilibrés, il faut que les cotisations augmentent. Alors, bonne nouvelle, chers téléspectateurs, les cotisations vont augmenter. Je crois qu'il y avait encore beaucoup de doutes. Mais alors, logiquement, c'est RDS. La CRDS a bien 20 ans, sauf erreur, à peu près. Elle a été créée en même temps que la Caisse d'amortissement de la dette sociale en 1996. Oui, c'est ça. Or, contribution au remboursement de la dette sociale. En bonne logique, la dette sociale devrait être éteinte, puisque nous contribuons depuis 22 ans. Elle aurait dû l'être, parce qu'en fait, quand elle a été créée, elle était avec échéance, elle devait s'arrêter, il y avait une date d'extinction. Là, elle a été repoussée à chaque fois, bizarre. Et donc il y a dû avoir ce phénomène d'augmentation des cotisations, de création de nouvelles, etc. Et pour l'instant, la date d'extinction, c'est 2024. C'est pour ça qu'ils sont en train de s'avancer sur cette date-là, sauf s'il y a d'autres reprises de dettes. S'il y a une nouvelle crise financière, ça s'accompagnera forcément d'un endettement supplémentaire et donc d'une cotisation supplémentaire. Bon, mais nous sommes quand même à un seuil qui est devenu insupportable, puisqu'on est à peu près à 60% de prélèvement obligatoire. Autrement dit, l'État est en train de nous laisser notre argent de poche, quoi. Et encore, pas en cash. En plus, il faut que cet argent de poche ne soit pas en cash. Et puis c'est encore pire que ça, parce que dans le cas, par exemple, des indépendants, on les impose sur ce qu'ils déclarent, et on considère un pourcentage supplémentaire en considérant qu'ils mettraient de l'argent qu'ils ne déclareraient pas. Qu'ils ne déclarent pas tout ce qu'ils gagnent. Leur système d'imposition fait qu'ils sont imposés sur ce qu'ils déclarent, plus 25%. Comme ça. C'est Sarkozy qui avait mis ça en place. C'est une mesure de M. Sarkozy. Merci, M. Sarkozy. Alors, tout ça est bon, enfin, si je puis dire, mais tout ça est explosif, en réalité. Et vous tenez, ma chère Héloïse, des propos explosifs. Parce que les gens ne vont pas quand même recommencer à cotiser, on ne va pas leur refaire le coup de la CSG. Or, le système bancaire mondial est quand même très fragilisé. Permettez-moi de vous citer monsieur qui s'appelle Claudio Borio, qui est le économiste en chef de la BRI,
Banque des règlements internationaux. Il dit ceci. Il ne reste plus beaucoup de médicaments dans la pharmacie pour soigner le patient ou le soigner en cas de rechute. Or, le cas de rechute est probable. Soit à partir de l'Italie, avec ses déficits, soit à partir de la Chine, avec le ralentissement de sa croissance, soit à partir des États-Unis, avec le gonflement de la dette américaine. Bon, tout ça fait que le système est très fragile. Très fragile. Vous nous avez donné une échéance de 2024. Hein, j'espère vous faire venir avant 2024. Mais néanmoins, il peut se produire un nouveau crack. C'est possible. Oui, l'affaire dont on parlait tout à l'heure, l'affaire de la disparition des taux IBOR, des taux... Euribor, oui. Ça va déjà être une sacrée secousse pour le système bancaire et financier et on verra à ce moment-là comment ça va s'organiser. Mais pour l'instant, on est vraiment des premières études qui ont été rendues dans l'incertitude sur la liquidité des transactions qui sont en cours actuellement et donc, qui représentent un risque de crise des liquidités. Les banques ne se prêteraient plus entre elles de nouveau, tout à fait. Exactement comme en 2008. Exactement, oui. Ouais. Et là, mais c'est intéressant cette comparaison avec les médicaments parce que finalement le système aussi permet toujours à ce qu'il y ait de nouveaux débouchés. Il faut savoir que dans le monde, il y a 1100 milliards de dollars qui sont liés à la commercialisation de médicaments chimiques. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas commercialisés par les grands groupes, qui sont des médicaments de synthèse et qui sont du marché noir. Donc avec tout cet emballement de situation économique, on va vers une sorte aussi de décadence des mœurs et les gens ne pouvant plus forcément, parce que c'est une réalité aussi en France, les gens ne pouvant plus forcément se soigner, on recourt à des médicaments synthétiques sur le marché noir. Et c'est aussi de l'argent qui doit ensuite être blanchi et qui retourne dans les circuits du marché du système bancaire et financier. D'accord, je vois bien. Mais tout ceci est très inquiétant, bien entendu. Alors, on va quand même laisser pour cette seconde pause nos téléspectateurs sur une image un petit peu inquiétante. On essaiera peut-être de voir encore un petit peu plus clair en troisième partie, quoique je ne garantisse pas des prévisions optimistes. Alors, nous allons continuer dans les joyeusetés financières et bancaires en compagnie d'Héloïse Benamou, Kleptocratie française, le jardin des livres. Alors, vous m'avez donné, chère Héloïse, un document qui me paraît très intéressant. ACOS. Alors, pour nos téléspectateurs, entre la CADES et l'ACOS, il y a tous ces sigles, tous ces acronymes posent des problèmes. Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Alors, l'ACOS gère l'ensemble de ce qui est versé par les Français au titre de la sécurité sociale. Nous sommes bien d'accord, y compris la CSG, nous sommes bien d'accord aussi. Alors oui, après le règlement des employeurs aux URSSAF, l'ACOS gère la trésorerie pour le régime général et maintenant aussi pour le RSI. D'accord. Alors, je vois ici 40 000, je vois 9 zéros. Sauf erreur, ça fait milliards. Tout à fait, oui. Euro Commercial Paper Program. Voilà. Alors, c'est écrit en anglais, d'ailleurs. Et alors, c'est rated. Rated by Fitch Rating, Moody's Investors, Standard & Poor's. Bref, les agences de notation. Et que disent ces agences de notation? Très bonne note. Tout va bien. 3A, Très bonne note. Les Français sont des bons payeurs. Ça sera remboursé. Et voilà la clé. C'est que les Français sont des bons payeurs. Enfin, on est quand même étonné de leur bonne volonté. Mais passons, ce n'est pas le sujet. Donc, Fitch Rating, Moody's, Standard & Poor's, tout le monde dit 3A. Les Français sont de bons payeurs. Bon, il y a un problème quand même. C'est que, je vois ici, Issuing and Paying Agent, Citibank, Arranger, UBS Limited.
Il y a quelque chose du côté de l'UBS en ce moment. Oui, c'est pour ça que j'ai rapporté ce document, parce que c'était intéressant. Ça paraît assez abstrait quand à chaque fois je parle des placements qui sont faits par les organismes de la sécurité sociale sur les marchés financiers. Donc ça permet de voir déjà comment est-ce que ça est organisé, l'enjeu financier par rapport au montant des placements. Donc c'est quand même 40 milliards d'euros qui sont placés depuis Londres et pas depuis Paris. Et la France a choisi une filiale de l'UBS qui se trouve à la City pour organiser les placements qui sont faits pour le compte de la sécurité sociale. Donc on sait que la City, c'est pas un exemple de transparence. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et d'autre part, l'UBS effectivement est actuellement en procès à Paris pour des cas d'évasion fiscale. C'est invraisemblable, enfin, de qui se moque-t-on? Mais les Français savent-ils que leur cotisation sociale passe à l'UBS dans sa filiale londonienne? Enfin, c'est invraisemblable. Il n'y a pas de débat sur ces sujets-là. C'est ce qui m'a aussi conduit à écrire ce livre, c'est qu'il n'y a aucun débat sur ces sujets-là de placement d'argent public de manière totalement arbitraire par des banques qui se sont quand même illustrées dans la délinquance financière plusieurs fois. Et qu'il n'y a jamais eu d'enquêtes qui ont été faites ou qu'on a accusé une seule personne, alors que finalement, quand on voit dans les filiales de ces sociétés-là tout ce qui se passe, c'est terrifiant. Alors, dans le cas de Lacoste qui prête à l'UBS, il y a déjà un doute, un problème. Mais en plus, l'UBS aujourd'hui a un procès à Paris. Or, un procès pour un problème qui remonte à 10 ans. C'est-à-dire que si d'aventure on trouvait quelques vices de forme au placement actuel de Lacoste au bénéfice de l'UBS filiale londonienne, on aurait probablement le procès dans 10 ans. Certainement. Donc ça sera comme pour le cas 2024, là. C'est la surveillance. Mais après, on apprendrait, comme pour le cas d'HSBC, que finalement la banque blanchissait des 1000 milliards d'argent de la drogue, de cartels mexicains, colombiens, et que peut-être c'était recyclé de cette manière-là dans les circuits légaux. Donc on apprendrait ça 10 ans après et ça serait assez difficile de trouver des voies de recours. Alors l'actuel procès de l'UBS porte sur quel délit exactement ? Alors elle est accusée, en 2013 il y a la lanceuse d'alerte Stéphanie Gibault qui avait fait savoir que finalement l'UBS où elle travaillait faisait du démarchage pour de nouveaux évadés pour des gros contribuables français pour leur dire Français qui en auraient marre de l'enfer fiscal ici et qui voudraient un peu s'évader. Oui, un peu s'évader, oui. Alors quel drôle de peuple que ces Français. Récemment, ils ont rendu hommage, justifié d'ailleurs, me semble-t-il. Excusez-moi, et d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, mais il y a eu le cas aussi de Jérôme Cahuzac. Oui, qui était dans le... Oui, bien donc sûr. S'agissant du pouvoir politique, on voit lui-même à quoi est-ce qu'il est contraint pour pouvoir s'assurer un petit peu d'épargne. Voilà. Mais on a rendu hommage à Charles Aznavour, je l'ai déjà dit dans une précédente émission, mais et toute la France y est mise, on a mobilisé les invalides, etc. Mais on oublie quand même que ce brave Aznavour, il était évadé fiscal depuis 40 ans, hein. Je me suis fait exactement la même réflexion que vous. Je me suis dit qu'également pour Johnny Hallyday, le système du trust dont on parle, c'est aussi un système qui sert beaucoup à l'évasion fiscale. Je ne dis pas que c'est le cas dans cette affaire, mais en tout cas, c'est ce qui permet de rendre très opaque toute une gestion de société qu'il y a derrière. C'est pas très répandu en France, mais dans le monde, surtout anglo-saxon. Et puis, oui, on voit que finalement, c'est ça, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a vraiment pas de procédure sur ces délits-là. Et j'ai regardé même pour Jérôme Cahuzac, dont je parlais, qui était quand même un membre de gouvernement avec une certaine responsabilité, qui n'était pas anodine. Et donc, il a été poursuivi. Bon, il n'a pas finalement eu beaucoup de sanctions. Ça aurait pu être pire. Autant que je me souvienne... Comme les banquiers, il n'est pas en prison. Non. Et d'ailleurs, il a toujours... ce qui est inquiétant, c'est qu'il a toujours la société avec laquelle il opérait ses transactions, qui s'appelle Cahuzac Conseil. Si nos téléspectateurs veulent un conseil, choisir une bonne banque. Cahuzac Conseil. Nous n'avons pas été payés par M. Cahuzac pour faire cette publicité. Non, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, la société existe toujours. Oui. La société existe toujours et cet argent qui a été placé, il le touchait de laboratoires pharmaceutiques. Il y a quand même un problème aussi derrière de santé publique. Bien sûr. Donc tout ça devient un peu dérangeant.
Oui, alors, lui, sa spécialité médicale, c'était de faire repousser les cheveux, n'est-ce pas? C'était donc pour les défavorisés capillaires. Hein. Donc j'aurais pu être son client, mais bon... Il n'est pas trop tard. Non, mais il était trop cher pour moi. Bon, sérieusement, j'en viens à Lacoste. Donc, nous assistons à ce spectacle suivant. Je me répète, mais c'est important pour nos téléspectateurs. Nous avons l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui gère la trésorerie de la sécurité sociale, qui place 40 milliards auprès d'une annexe de la Citibank, de l'UBS, l'Union des banques suisses, laquelle est localisée à Londres, et cela en toute légalité ou en toute illégalité ou en toute absence de loi. Que dit le pouvoir? Le pouvoir, on dirait, c'est le pouvoir des banques. Bon, d'accord, c'est le pouvoir bancaire. Mais quand même, que font les députés? J'ai rencontré des représentants de l'État qui n'étaient même pas au courant. Alors c'est ça. Alors, messieurs les députés de La République En Marche, on vous accuse d'être un parlement croupion. On vous accuse d'être entre les mains des fonctionnaires. Mais lisez le livre d'Héloïse. Renseignez-vous sur l'usage qui est fait de l'argent public. C'est votre métier, c'est votre boulot. Plutôt que de voter des lois sociétales tordues, genre GPA, PMA, excusez-moi, hein, mais faites votre travail. Beaucoup de membres du Parlement qui n'étaient pas au courant, des journalistes aussi qui n'étaient pas du tout au courant et qui ne veulent pas traiter de ces problèmes-là. Et vous savez que la naissance du parlementarisme, c'est nul impôt sans consentement. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, ces messieurs, dames, pour consentir, c'est-à-dire contrôler, vérifier? C'est leur métier. Oui, mais s'ils cherchaient même à échapper à la fiscalité de leur pays. Eh ben voilà. Bon, alors, donc, nous allons prêter à nos ressources sociales vont servir donc à la filiale de l'UBS. Sur ce dossier, vous avez... Alors, il est entièrement en anglais, bien sûr, hein, mais c'est une... Je peux le montrer à nos téléspectateurs. Ce dossier, il a été rédigé par des Français, que je sache, par Lacoste elle-même. Est-ce qu'il y a une version française? En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Vous ne l'avez pas trouvé, hein, en effet. C'est, alors, dossier, évidemment, qui justifie les 3 A des cabinets de notation et qui dit que vous autres, mes chers compatriotes, vous êtes de bons payeurs. Tout à fait. J'ai quand même envie de dire qu'on atteint des niveaux absolument astronomiques en ce domaine et qu'on ne comprend pas que... Alors les Français, me direz-vous, ne sont pas informés. Nous ne sommes ici à TV Liberté pour les informer. Et vous les informer, Héloïse. Enfin, quand même, il y a un moment où les gens vont cesser de payer parce qu'ils ne pourront plus payer. Il y a un phénomène de peur. Les gens ont très peur du système. Ouais. Très peur du système, des huissiers, des pouvoirs publics, des autorités fiscales. Ce qui est normal. Hein. Quand on voit... cette semaine, j'ai eu le cas d'un client qui avait 190 € à régler aux URSSAF. Oui. Et il y a tout de suite une procédure avec un huissier qui s'est ouverte où il demandait presque 5 000 €. Oui, mais j'ai connu ça personnellement. Donc ça devient systématique maintenant. C'est monstrueux. Et alors j'ai dit à l'huissier, l'huissier me disait, mais je fais mon travail. Je lui ai dit, non monsieur, votre profession est désormais au service des puissants contre les petits. Je ne fais pas de la rhétorique marxiste et à bon marché. Je dis qu'aujourd'hui, le système des huissiers sert au bénéfice de l'État, au bénéfice des banques, contre les gens ordinaires. Et ça n'est plus supportable. Ça n'est plus supportable. Donc il y a tout un système d'extorsion qui est là pour que les gens payent. Et les gens paieront et ils savent que les gens paieront. Donc ça permet de l'autre côté de mettre des bonnes notes pour les marchés. C'est ça, les 3 A de la bande des raters, des notationneurs, des noteurs. Mais bon, en même temps, on sait ce que valent leurs notes par rapport à la crise des subprimes qu'il y a eu. Lehman Brothers était très bien noté juste avant sa faillite. Exactement. Et d'ailleurs, il me semble que récemment, j'ai vu encore passer les 3 A pour je ne sais quelle société récemment, laquelle est plus que douteuse. Je n'arrive plus à me souvenir.
malheureusement, je demande aux téléspectateurs de me le pardonner, mais franchement, les cabinets de rating, comme on dit, de notation, distribuent les 3A de façon totalement artificielle. Enfin, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais ils sont rémunérés pour ça, de toute façon. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer institutionnellement un cabinet de notation indépendant Peut-être si c'était une agence gouvernementale qui fasse preuve d'honorabilité, peut-être par la qualité de ses membres ou d'objectivité. Oui, mais vous me permettrez de trouver, par exemple... Qui ne soit pas rémunéré par ses clients. Et c'est ça le problème. Mais oui, mais vous avez beaucoup d'agences gouvernementales. Par exemple, je pense à certaines, par exemple, l'autorité des marchés financiers, qui elle-même n'a pas eu beaucoup de lucidité, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la survenue. Il y a parfois aussi des formes de conflit d'intérêts. Et bien voilà, c'est ça aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'un jour on en sortira de tout ça ? Ça sera difficile, il faut l'espérer. En tout cas, il y a des choses à faire. Moi, c'est ce que j'ai vraiment dressé le portrait dans le livre de toutes les difficultés qu'il y a en France. Et déjà, il faut connaître le système bancaire et financier. Il faut sortir de cette espèce de mythe de la banque universelle. Peut-être qu'on pourra incruster dans l'interview. Il y avait eu une commission sénatoriale qui avait été faite. Oui, intéressant. Sur la séparation bancaire. Oui. Et en fait, le dirigeant de la Société Générale de BNP Paribas et du Crédit Agricole avait été auditionné et il disait surtout pas de holding, surtout pas de holding, surtout pas de holding. Vous êtes dans le holding, alors on vous dit mais vous êtes compétent, vous venez de la banque. Mais en même temps on vous dira oui mais vous pouvez pas cumuler les organes sociaux de la holding et puis de la filiale. Donc évidemment c'est plus les mêmes personnes. Et puis à la fin le recrutement, et c'est arrivé, je vais pas citer de nom. Le monsieur qui dirige la holding, il est consultant, il est avocat, mais il n'a jamais vu un dossier de crédit, il n'a jamais vu un risque de sa vie. Donc franchement, le holding c'est à proscrire, non pas pour des raisons de philosophie, de droit, mais de pratique. Et en fait, ce sont déjà des holdings, ce sont déjà des groupements de sociétés, voilà. et le législateur considère que ce sont des conglomérats bancaires et financiers. Voilà. Ils ont eux-mêmes des liens de rapport entre eux, par capitalisation. Il y a certaines sociétés qui sont impliquées dans le capital avec d'autres, dont la Société Générale, Crédit Agricole, elles ont des filiales communes. Capitalisme de connivence. Tout à fait. Mais vous avez dit séparation bancaire. Il faut, pour nos téléspectateurs, il faut dire séparation entre les fonctions de prêt et les fonctions de spéculation, de placement. C'est ça. C'est ce qui avait été fait aux États-Unis dans les années 30 à l'initiative de Roosevelt par 2 parlementaires dont le nom est en train de m'échapper. C'est le Glass-Steagall Act, le fameux Glass-Steagall Act. Au fond, il faudrait revenir à cette philosophie du Glass-Steagall Act. On est déjà dedans. C'est ça qu'il faut commencer, qu'on est déjà dedans. Et les opérations spéculatives qui sont très importantes, comme les placements de la sécurité sociale, de l'État et d'autres, se font déjà dans des filiales. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, se font dans des filiales, et c'est ce qui a été préjudiciable dans un certain nombre d'enquêtes qui ont eu lieu, où on ne s'intéresse pas à ces filiales, justement. Mais dans une seule, dans les locaux qu'il peut y avoir, par exemple en France, à La Défense, il peut y avoir des centaines de sociétés qui sont domiciliées là-bas. D'accord. Et qui ont des liens Qui ont des liens entre elles à déterminer, mais des liens de capitalisation certainement avec la Société Générale, qui appartiennent au groupe, mais qu'il faut déterminer, oui. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien, dont je vous remercie, Héloïse Benamou. Merci à vous. Est-ce que vous auriez un petit mot de conclusion Moi, ma conclusion, ce serait, chers téléspectateurs, informez-vous. Et informez-vous de préférence par TV Liberté, mais on voit bien qu'il y a un déficit d'information. Oui, c'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que vous avez écrit le livre. C'est pour ce point-là, parce que j'ai écrit pour informer. Et c'est pour ça que vous reviendrez avant 2024. J'espère. Alors, pas de mot de conclusion. Bah oui, je reviendrai. Vous êtes comme MacArthur. Hein. Je reviendrai. Je reviendrai. Merci Héloïse, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt, chers téléspectateurs.